voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc un voyage extraordinaire dans le monde des sciences que vous invite cette émission. Des chercheuses, des chercheurs de tous horizons y sont invités pour nous parler de leurs travaux, de leurs recherches, de leurs enseignements, pour nous dévoiler leur motivation, leur cheminement, les rencontres qui les ont fait avancer, et tout cela avec la volonté de transmettre aux jeunes, aussi bien filles que garçons, de leur transmettre donc leur passion afin de susciter chez eux le désir de s'engager sur ces voies. Je suis donc avec Jean-Louis Coatrieux. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Félix. Alors Jean-Louis, homme de lettres, poète, romancier, essayiste, et c'est d'ailleurs ce qui nous a fait nous rencontrer, mais aussi homme de science, reconnu au niveau international pour ses recherches en imagerie médicale, en modélisation des systèmes complexes et intelligence artificielle. Et pour ce voyage, nous recevons Isabelle Cantat. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, vous êtes physicienne, enseignante et chercheuse à Rennes 1. Vous allez nous parler de votre parcours de formation, de vos activités actuelles, dans cette émission, donc Voyage extraordinaire dans les sciences, une émission de Radio Laser créée par Jean-Louis Coatrieux, diffusée par Radio Laser, évidemment, en collaboration avec le site web culturel breton Unidiver. Voilà, eh bien écoute, je te laisse la parole, Jean-Louis. Merci Félix. Bonjour Isabelle. Nous allons parler de choses extrêmement sérieuses. Des bulles, mais pas des bulles de bande dessinée, hein, des vraies bulles. Alors, on va commencer quand même par vous présenter, ou vous allez vous présenter. Dites-nous un petit peu d'où vous venez. Vous êtes rennaise, paraît-il. Oui. Parce que vous savez que le dernier que nous avons invité ici, c'était Mauro Ettore. Oui. Et il était des télécommunications, disons. Mais lui venait de loin, il venait d'Italie. Absolument. Alors, vous êtes rennaise. Voilà, je suis... Vous êtes sûr de ça? Tout à fait. Rennaise de famille bretonne. Mais je ne suis pas restée très longtemps à Rennes. Je suis partie, j'avais une 12aine d'années. Mais j'ai gardé des racines dans le Finistère Sud, près de Cancale. Et voilà, une fille du pays. Donc la famille est du nord de Bretagne comme du sud de Bretagne. Exactement. Et ouais. Mes grands-parents maternels étaient chimistes à Rennes. C'est une longue tradition. Déjà, oui. Donc tout à l'heure, j'ai plaisanté en vous disant que physique et chimie, ça ne s'entend pas toujours ensemble. Vous allez voir que dans les bulles, ça marche Mais dans la main. Dans la famille, oui. Et dans la famille aussi. Alors, après Rennes, alors, donc... Après Rennes... que s'est-il passé? Passage par Nantes, où je suis ma famille qui déménageait. Là, vous êtes encore un peu en Bretagne? Là, je suis encore un peu en Bretagne. Alors, on va pas discuter de ça. Hein. Ça, c'est pas mon créneau. Et puis, j'ai fait ce qu'on appelle les classes préparatoires scientifiques. À Nantes? À Nantes, au lycée Clémenceau, avec d'excellents professeurs à qui je donne encore des nouvelles de temps en temps. Et puis ensuite, École normale supérieure de Lyon, où là, je pars à l'aventure scientifique. C'est là que ça commence, en fait. Et c'est là que je choisis de faire de la physique, puisque jusque-là, c'était très équilibré entre les maths et la physique. Et puis, après Lyon, une thèse. Et là, je suis allée à Grenoble, faire une thèse avec Shaouki Misbah. Et là, c'est l'aventure de la mécanique des fluides qui commence. Après la thèse, c'est souvent difficile d'avoir un poste tout de suite. À l'époque, c'était beaucoup plus facile que maintenant. Donc, je suis partie 1 an en Allemagne et tout de suite après, j'ai eu un poste de maître de conférence à Rennes et je ne suis plus jamais repartie. Et c'est un de mes amis qui vous a accueilli à Rennes, si j'ai bien compris tout à l'heure. Voilà, Daniel Bidot, qui a installé la matière molle en Bretagne, à Rennes, je pense, soutenu par ses copains de l'ESPCI.
Et je suis issue de son travail, du groupe qu'il a fait germer à l'Institut de physique de Rennes. Alors, dites-nous, les études à Grenoble portaient sur un sujet qui n'est pas finalement totalement éloigné de ce que vous faites maintenant. C'était les liposomes. C'est ça. Vous pouvez nous en dire un mot quand même avant de basculer sur les matières molles ? Oui, parce que ça fait complètement partie de la matière molle. Donc là, la question, c'était... Donc un liposome, c'est un petit peu on l'étudie pour deux choses. D'abord parce que faut imaginer un petit sac tout petit, de la taille d'1 micron, qui contient de l'eau et qui est plongé dans l'eau. Et ça a des propriétés communes avec les cellules biologiques en particulier. À l'époque, on cherchait à comprendre la forme des globules rouges. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des globules rouges en représentation des images de microscope. Et en fait, ça a une forme de petit disque aplati, mais un petit peu arrondi, et avec une forme très particulière, et qui est contrôlée non pas par des règles biologiques, mais par des règles de la mécanique, comme vous pourriez avoir avec un petit ballon élastique. Et donc, comme les liposomes sont des objets beaucoup plus simples que les cellules, où il y a juste une petite membrane, comme un ballon de baudruche microscopique finalement. Et on regardait, avec une approche théorique, par le calcul, quelle était la forme que prenaient ces petits objets, qu'on savait aussi fabriquer expérimentalement et qui avaient le bon goût d'être beaucoup plus simple qu'une cellule. Et on pouvait donc tester nos modèles, faire des allers-retours entre l'expérience et la théorie sur un objet simplifié. Et ça, c'est vraiment l'essence de mon métier. Essayer de comprendre quelles sont les propriétés les plus simples qu'il va falloir garder au système pour comprendre l'essentiel du comportement d'un objet plus compliqué, plus réaliste. Cet exemple du globule rouge, c'était le premier exemple auquel j'ai été confrontée, qui m'a formée. On est toujours très fortement marqué par sa thèse. Ça a été le cas pour moi aussi. Et donc, j'ai calculé, sur les conseils de mon directeur de thèse, Shaouki, quelle forme prenait ce petit sac quand on le mettait dans un écoulement qui représentait l'écoulement du sang dans les veines. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. À vous entendre comme ça, je me dis, c'est de la physique toujours. C'est un domaine qui est un petit peu à la croisée des chemins. En France, je suis dans l'Institut de physique de Rennes. J'ai fait un séjour aux États-Unis. J'étais dans un laboratoire de chemical engineering, qui se traduit par ingénierie chimique. Donc j'étais plutôt vers la chimie, parce qu'il faut le choix des molécules qui vont fabriquer nos petits objets déformables, qui sont les éléments d'étude de la matière molle. Ils sont très liés à la chimie des molécules qui les fabriquent. Et là, je reviens d'un séjour en Angleterre, où j'étais dans le département de mécanique et maths appliquées, encore une autre interface. Et donc, la physique que je fais, je ne sais pas s'il faut dire que c'est de la physique, mais j'ai quand même une formation de physicienne qui me donne une spécificité dans cette histoire. Et je suis au carrefour entre plein de disciplines. La biologie avec les globules rouges, la mécanique, parce que ce sont des objets qui se déforment et on cherche les propriétés entre la forme, le mouvement et les forces qu'on applique dessus. Ça, c'est la mécanique. Les mathématiques, parce que avec ma formation de théoricienne, je vais essayer de montrer que des équations peuvent prédire ce qu'on voit dans le monde réel. La physique, par ma formation, par les techniques et les méthodes que j'utilise, en particulier la simplification d'objets trop compliqués pour les appréhender directement. Et puis, je ne sais plus si j'en ai oublié dans la longue liste de mes collaborateurs potentiels. On va peut-être en découvrir en chemin. Oui. Ce qui est intéressant, oui, c'est ce croisement des spécialités, parce que dans l'esprit du commun, et je me mets dans cet esprit-là, parce que je n'ai une formation scientifique que toute petite, on dit toujours physique-chimie. On associe tous les deux, et puis on a l'impression que rien n'existe autour, comme dans les sciences humaines on dit histoire-géographie, alors que ça pourrait être non, mais il y a des mariages comme ça qui sont intemporels, je dirais. Donc, mais il y en a peut-être d'autres qui peuvent naître. Ah oui, on va voir. Je pense que le mariage de la physique et la chimie est
encore plus d'actualité qu'elle n'a jamais été. Puisqu'on se rend compte qu'avec les techniques de pointe vers des échelles de plus en plus petites, en particulier en mécanique des fluides, un domaine qui a explosé récemment, c'est d'aller regarder très très proche des parois le long desquelles les fluides s'écoulent. Et on s'est aperçu que la chimie de la paroi jouait un rôle fondamental. Et les avancées récentes de la science permettent maintenant d'appréhender des toutes petites échelles. Et aux toutes petites échelles, on finit par rencontrer la molécule. Et la molécule, c'est la chimie. Et donc, l'accès aux échelles de plus en plus petites, par des techniques en particulier de mesure nouvelles, rend ce mariage plus actuel que jamais. Plus pertinent que jamais, pardon. Mais alors, les liposomes, vous auriez pu travailler en biologie après, puisque les liposomes sont utilisés en médecine pour amener certaines molécules à certains endroits. Pourquoi ne pas avoir choisi la biologie, qui est un monde aussi fabuleux ? Oui, c'est un monde, c'est effectivement. Alors, j'avais un petit peu choisi au début de ma thèse, puisque mon directeur de thèse m'avait proposé 2 sujets. Un sujet qui était vraiment cœur de la physique traditionnelle, et puis ce sujet qui était un petit peu exotique, et il était assez innovant à l'époque. Je m'en rendais pas compte à l'époque, parce que j'avais pas du tout de recul, mais mon directeur de thèse avait bien choisi et m'a lancé sur une voie qui démarrait en fait. Donc à ce moment-là, j'ai choisi les liposomes pour le lien avec la biologie, parce que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, et puis qui a vraiment subi des transformations fascinantes depuis le début de ma carrière. Et puis à la fin, je crois que c'est l'attachement à la physique, à la beauté de cette capacité de description du réel, qui est finalement plus forte sur des objets non vivants, qui l'a emporté. Et puis aussi quelque chose de très pragmatique, c'est que j'aurais pas pu me faire embaucher comme biologiste, étant donné que j'étais physicienne. Donc à un moment, il y a aussi le hasard des opportunités professionnelles, des rencontres, qui a fait que physicienne j'étais, physicienne je suis restée. Mais physicienne vous serez, ou peut-être autre chose aussi demain ? Alors voilà, nul ne sait de quoi est fait le jour suivant. Peut-être... La plus grande probabilité, c'est d'aller travailler du côté de la géologie. Parce qu'on a la chance à Rennes d'avoir un très bon groupe de sciences de la Terre, en particulier sur les couches superficielles du sol. Et c'est sans doute, si je devais parier sur une interface dans les années à venir, ça serait probablement celle-là, sur la mécanique des fluides dans le sol. J'ai noté au passage que même en physique, il peut y avoir des aspects exotiques. J'ai beaucoup aimé votre mot. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, revenons au cœur. Alors, des choses. Les matières molles. Qu'est-ce que ça veut dire, les matières molles ? Oui, je ne sais pas. Finalement, ça doit être très divers, non ? C'est très divers. Alors, c'est un mot que je pense qui est attribué. Je ne connais pas la vérité historique de cette citation. Mais ça n'a pas de sens péjoratif, comme quand on parle des sciences molles, pour faire la différence entre les sciences humaines, simplement humaines, et puis les autres. Alors, je ne sais pas. Donc, c'est une appellation qui est attribuée à Pierre-Gilles de Gennes, qui a eu un prix Nobel en 91. Je viens de vérifier avec vous. J'étais plus très sûre de la date exacte. Et qui a finalement montré qu'on allait pouvoir décrire avec des outils physiques des systèmes matériels qui étaient pour l'instant, mais justement, classés un peu comme exotiques. C'était ceux qui obéissaient pas aux lois simples de d'habitude. Et il a dit, si on s'y attaque, et on va y arriver. Et il a eu son prix Nobel pour ça. Et ça englobe... Voilà, ce qui est de façon, dans le langage courant, la matière molle, ce qui parfois a une connotation un peu dégoûtante. Les gens ils nous disent, du coup c'est ce qui colle au doigt, c'est la glu. C'est la glu. Et oui, exactement, c'est tout ça. Il y en a qui disent, oui, le mot n'a pas été très bien choisi quand même. Alors en anglais ça sonne mieux, hein, c'est soft condensed matter. Et soft, ça veut plutôt dire doux, ce qui est finalement ça sonne mieux à l'oreille anglophone que francophone. C'est pas grave, matière molle, moi ça me convient, ça représente ce que je fais. Donc les pâtes, par exemple, rentrent là-dedans. Alors le dentifrice, la mayonnaise, la colle, tout
tout ce qui est un petit peu entre le liquide et le solide. Et si c'est entre le liquide et le solide, c'est que ça a un petit peu les propriétés des deux. Alors la mousse à raser, voilà, est-ce que c'est un solide ou pas? Vous en prenez une petite... vous en mettez dans votre main, ça fait un petit paquet qui tient, mais vous l'étalez sur votre joue, ça s'étale. Et ça a en commun, tous ces matériaux, le fait d'avoir ce qu'on appelle une structure à une échelle intermédiaire. Quand on regarde un liquide, finalement, si on regarde à une échelle assez petite, il y a toujours une structure parce qu'on tombe sur la molécule dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le plus petit objet, c'est le moment où on rencontre la chimie, la façon dont sont organisés les atomes. Ça, c'est la structure à l'échelle moléculaire. Et dans les matériaux de la matière molle, il y a une structuration à une échelle plus grande, qui n'est pas forcément visible à l'œil, mais qui est en tout cas beaucoup plus grande que cet arrangement à l'échelle de l'atome. Le cas le plus simple, c'est le cas de la mousse. Vous voyez un petit peu de mousse à raser, vous voyez une pâte blanche, mais vous le savez sans doute, si vous regardez à la loupe ou même à l'œil nu suffisamment attentivement, vous allez voir des bulles de gaz dans un liquide. Et à cette échelle-là, qui est typiquement une fraction de millimètre, eh bien vous retrouvez quelque chose que vous décririez complètement différemment d'une pâte blanche. Vous trouvez des bulles de gaz transparentes dans un liquide qui est très proche de l'eau savonneuse, également transparent. L'un est gazeux, l'autre est liquide. Et puis, si vous regardez à l'échelle du matériau complet, ce que vous voyez, c'est une mousse solide, blanche, opaque. Et c'est ce passage de l'échelle de la bulle à l'échelle du matériau qui fait toute la complexité de cette matière molle. Donc finalement, dans vos recherches, vous faites tous les jours des bulles, c'est ça? Eh bien oui. Alors tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un aspect expérimental où effectivement dans mon laboratoire, on fait des bulles, des films de savon au sens très enfantin. Alors c'est pas moi qui les fais, pour être complètement honnête. Moi, j'explique ce que j'aimerais bien qu'on fasse, et puis je travaille avec des jeunes chercheurs qui sont très brillants et qui font le travail expérimental. Et eux, dans leur quotidien, effectivement, il y a tremper un petit cadre dans de l'eau savonneuse, le ressortir avec un film de savon déposé sur ce cadre. On déforme le cadre et on regarde comment le film de savon se déforme. Au quotidien, voilà, ça se rapproche extrêmement de ces jeux d'enfants qui soufflent des bulles. La différence, c'est qu'on essaye de prédire, de comprendre, de mesurer la façon dont ce film de savon se comporte. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Tous les savons sont différents les uns des autres? Et toutes les bulles sont différentes les unes des autres? Avec mon point de vue, la façon qu'on a de les décrire, c'est toutes les mêmes. Ce qui a un côté un petit peu provoquant, puisqu'évidemment, l'industriel qui a un problème pratique à résoudre qui implique une mousse liquide, lui, il aimerait bien savoir comment changer la composition de sa mousse pour que ça marche mieux. Et le paradoxe de mon travail, c'est que j'essaye de comprendre des comportements qui sont génériques. On utilise ce terme pour dire que ça concerne tous les systèmes. Et en m'abstrayant, au moins en première intention, des particularités chimiques de ma mousse. Pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça? Parce qu'on ne va pas pouvoir comprendre la spécificité de chaque chimie si on n'a pas d'abord compris ce qui était finalement des propriétés qui étaient générales au fait qu'on a une bulle de gaz dans un liquide et des molécules à la surface entre le liquide et le gaz pour stabiliser l'ensemble. Cet aspect général, une fois qu'on l'a compris, il peut servir de point de référence pour voir quels sont les apports particuliers d'une composition chimique ou d'une autre. Si on ne sait pas du tout quel est ce qui relève finalement
d'une situation qui n'a rien à voir avec la chimie, on ne peut pas savoir quel est l'apport d'une chimie particulière par rapport à un état de référence. Nous, ce qu'on essaye de bâtir, c'est le point commun entre toutes ces mousses, l'état de référence, à partir duquel on va ensuite se positionner pour optimiser cet état de référence dans une direction ou dans une autre en fonction des besoins industriels. Et ça va être fait par d'autres, soit les industriels eux-mêmes, soit des chercheurs qui sont en recherche appliquée, mais à partir de réflexions, de modifications d'un état de référence qu'on essaye de construire et où on espère, sans en être jamais sûr, que ça leur sera utile, ce point de référence. Alors vous disiez à un moment donné dans un de vos articles que espérer lever le mystère de la durée de vie des bulles. Ce mystère sera levé à la fin de votre projet, parce que vous avez un grand projet actuellement, qui se termine, je crois, en 2024, qui est financé par l'Europe. Donc, on vous a donné beaucoup d'argent pour le faire. Alors, ce mystère sera-t-il levé dans un an ou peut-être un peu plus? Avant que vous ne répondiez, Isabelle, je voudrais rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que vous êtes à l'écoute de Radio Laser et c'est l'heure de l'émission Voyage extraordinaire dans le monde des sciences. Donc, je suis avec Jean-Louis Coatrieux, comme à chaque fois dans cette émission, et nous recevons aujourd'hui Isabelle Cantat, qui va donc alors répondre à la question de Jean-Louis, la durée de vie des bulles. Sur l'existence même. Sur l'existence, oui. Et la mort de la bulle. Oui, ce problème de la stabilité des mousses liquides, c'est probablement un des problèmes pratiques auxquels on est confronté qui sont les plus critiques. Il y a des industriels qui veulent que leurs mousses disparaissent le plus vite possible parce que c'est une nuisance. D'autres qui aimeraient bien que ça dure un certain temps, voire le plus longtemps possible. Et c'est quelque chose qui est pour l'instant difficile à maîtriser. Un point dont on est sûr, c'est que la mousse casse parce que les films liquides qui séparent les bulles deviennent tellement fins qu'ils finissent par se rompre. Et c'est les derniers instants de la rupture qui sont difficiles à prédire. Mais on sait qu'un état préliminaire, c'est d'avoir déjà compris quel est le processus d'amincissement des films qui séparent les bulles. Et ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait actuellement et pour lequel des progrès significatifs ont été effectués dans le cadre grâce de projet. Justement à ce financement que j'ai eu la chance d'obtenir, qui a permis de recruter des personnes qui ont su monter des systèmes expérimentaux tout à fait adaptés pour regarder ce problème et qui finalement nous a permis de comprendre comment le liquide sortait de ce film fin, piégé entre les bulles. Si la mousse tient, c'est parce qu'il y a de l'eau qui est piégée entre les bulles de gaz et qu'il y a des forces infimes qui retiennent cette eau et qui l'empêchent de tomber tout simplement sous l'effet de son propre poids. On sait que le liquide sort d'une mousse par le bas. Hein. Quand vous regardez, vous servez une bière, vous pouvez voir que le niveau de la bière remonte sous la mousse. C'est pas parce que on vous rajoute un peu de bière subrepticement dans votre verre, c'est parce que la bière qui était piégée dans la partie blanche de la mousse va s'écouler sous l'effet de la gravité et rejoindre le liquide. Donc ce phénomène d'échappement du liquide, c'est ce qu'on regarde et c'est ce qui est difficile à comprendre puisque le fait même que ce liquide soit piégé là comporte une part de mystère et la façon dont il s'échappe du piège est également c'est un problème de mécanique des fluides, d'écoulement des fluides qui est difficile à résoudre. Après, il reste, une fois que le film est très fin, le dernier instant, quel est l'événement dramatique qui va faire le premier petit trou dans le film de savon. Et ça, il y a plein d'hypothèses. Et le problème, c'est que peut-être que la question n'est pas si bien posée que ça. Peut-être qu'il y a une partie de hasard. Ça peut être une poussière qui passe par là. Ça peut être l'évaporation qui finit d'amincir le film avec le liquide qui ne s'échappe plus sous forme liquide, mais qui s'échappe sous forme gazeuse par évaporation.
Et ça peut être des mouvements internes à la mousse qui étirent violemment un film de savon et qui va exploser comme un ballon de baudruche sur lequel vous tirez trop fort. Et donc ce mélange-là, on sait décrire de mieux en mieux chaque mécanisme indépendamment, mais pour une mousse donnée, lequel va être le plus probable? Ils sont tous en compétition, ils agissent tous en même temps, et peut-être qu'il y a une forme de spécificité trop grande, c'est-à-dire qu'il faudrait prendre chaque mousse individuelle pour savoir cette bulle, pourquoi a-t-elle explosé? Je suis pas sûre que la question ait une réponse générale. Aussi simple. Le physicien, il sait apporter des réponses générales. Donc on va pouvoir quantifier chaque mécanisme et en fonction de chaque situation particulière, dire le plus probable, c'est que ce soit ça ou ça qui se passe. Alors, tu as compris, Félix, que la prochaine fois que tu bois une bière, tu vas penser aux bulles d'Isabelle. C'est inévitable. Alors, la question que je me pose, moi, c'est que la quantité de mousse, elle peut être très variable. Alors, selon la rapidité avec laquelle on verse la bière, selon la forme du récipient du verre. Voilà, ça m'a toujours posé question. Et quand vous parliez de la rapidité avec laquelle disparaît cette mousse, quelqu'un qui a soif, il est assez pressé que cette mousse disparaisse parce qu'il a l'impression que boire de la mousse, c'est pas boire de la bière. Ça, je suis bien d'accord. Il faut la juste quantité de mousse au-dessus de la bière. Absolument. Mais donc cette quantité justement, si on verse brutalement ou pas, enfin, je sais pas si ma question est intéressante, mais c'est tout à fait le cœur de la problématique. Je suis content. Il y a toute ma carrière résumée dans un verre de bière. Ah, c'est magnifique. Donc une première chose, et il y a toute la matière molle d'un certain point de vue. Une première chose qui va se passer, c'est l'apparition de la bulle toute seule au milieu du liquide. Là, c'est plutôt au bas du verre, souvent à la paroi du verre. Ça se voit encore mieux pour le champagne. On voit les petites bulles qui partent du bas, et c'est dans une petite anfractuosité du verre que ça démarre. Donc la bulle commence à apparaître toute seule dans le liquide parce qu'il y a du gaz dissous dans la bière qui n'arrive pas à sortir du liquide tant que la bouteille est fermée. Si on ouvre la bouteille, on ce qu'on appelle change la pression et ce changement d'état du liquide va permettre aux petites bulles qui étaient tapies dans l'ombre du liquide de grossir soudainement et de commencer à remonter à la surface comme un ballon gonflé d'air remonte à la surface du liquide. Et une fois qu'elle est là, donc ça c'est un premier processus extrêmement mystérieux qui s'appelle la nucléation, qui est un problème extrêmement compliqué en fait, d'autant plus que ça se passe au voisinage des anfractuosités du solide, qui vont aider les petites bulles à apparaître. Il n'y a pas d'explication encore? Si, ça commence, et c'est un sujet d'actualité important, qui est finalement lié à plein de problématiques, en particulier sur des électrodes de batterie. Oui. Il y a d'apparition de phases gazeuses, et la façon dont ces petites bulles de gaz apparaissent sur les électrodes des batteries conditionne les performances des batteries de façon drastique. Donc là, on retrouve très loin de la bière des problématiques énergétiques extrêmement cruciales pour toute la transition énergétique. Donc, premier problème fascinant. Les bulles ensuite remontent à la surface et s'empilent les unes sur les autres, et c'est là qu'on commence à parler de mousse. Et la première chose à faire, c'est que deux bulles qui se rencontrent, est-ce qu'elles vont exploser et former une seule grosse bulle, ou est-ce qu'elles vont rester deux bulles séparées par un petit film liquide? Deuxième problème fascinant, pourquoi est-ce que certaines bulles vont casser le film qui les sépare quand elles se touchent, et d'autres bulles ne vont pas casser ce petit film liquide? Si le film liquide ne casse pas, la mousse peut commencer à exister. Et là, elles s'accumulent les unes, il y a toujours celle qui arrive par en dessous, et il y a du liquide qui est entraîné par cet apport de bulles qui remontent à la surface. Et ensuite, tranquillement, ce liquide va se mettre à s'écouler dans des tout petits canaux qui sont l'espace qui lui reste entre les bulles. Troisième problème, comment est-ce que ce liquide s'écoule entre les bulles
pour finalement laisser des films de plus en plus fins et tellement fins qu'ils vont finir par exploser. Et là, fin de l'histoire, la mousse se détruit. Avec Isabelle, on va finir par croire qu'on a des bulles partout. Hein. Là, on en a vu dans le savon, dans la bière, dans les batteries. Mais le monde est fait de bulles, alors. Moi, je les vois partout personnellement, mais je pense que c'est une petite déformation professionnelle. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Pour essayer de comprendre un peu comment vous travaillez. Dans certaines disciplines scientifiques, le départ des choses, c'est une idée ou une hypothèse. Et à partir de l'hypothèse, on va construire un modèle, une expérimentation qui va essayer de démontrer si l'hypothèse est juste ou si elle est fausse. C'est pas le cas de toutes les disciplines, hein, de travailler sur ce modèle-là. Mais chez vous, est-ce que c'est ça que vous faites ? Et alors, comment vous faites le passage de l'idée à la démonstration ou la conclusion de l'idée ? Expliquez-nous un peu ce chemin-là. Moi, je pense que je suis guidée par une question. Souvent, c'est des questions assez fermées. C'est oui ou c'est non. Et donc, il y a quelques années, je pense qu'il y a... Alors, les choses, c'est que les questions mettent un certain temps à être formulées. À être formulées et à être éventuellement un jour résolues. Moi, je pense que c'est... Peut-être il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte que une question toute simple, c'est-à-dire comment une bulle se déplace par rapport à une autre, avait deux réponses naturelles et que j'étais incapable de savoir laquelle des deux réponses était la bonne. Et c'était particulièrement frustrant parce que je voyais dans la littérature scientifique des gens qui visiblement dans leur description avaient plutôt une formulation, une bulle glisse sur une autre, un petit peu comme une orange va se déplacer dans un tas d'oranges par rapport aux autres oranges, comme un petit objet solide déformable, ça serait la bulle. Et l'orange jouerait le même rôle que la bulle de gaz, coincée par les autres bulles, comme une orange est coincée par les autres oranges. Et peut difficilement se déplacer, mais si on pousse un peu, on va y arriver. Il y avait cette vision-là, et puis il y avait d'autres personnes qui avaient une vision complètement différente Ils s'imaginaient finalement le mouvement avec une autre représentation mentale et guidaient leur intuition avec une autre représentation de ce mouvement qui était plutôt orientée sur les films qui séparent. Donc quand on voit les oranges, on pense aux oranges, oui. Mais l'autre moitié de la communauté scientifique s'occupait de l'espace entre les oranges et disait, ce qui correspond à la phase liquide de la mousse, c'est-à-dire ces films liquides qui séparent les bulles. Et au lieu de voir des oranges qui se déplacent les unes par rapport aux autres, ils voyaient plutôt les films liquides comme des élastiques qui s'allongeaient et se rétrécissaient. Et ces deux histoires, si je les représentais sur ma feuille de papier, représentaient des mouvements dans la phase liquide, l'eau qui sépare les bulles, on en revient toujours là, je suis une mécanicienne des fluides, je cherche comment les fluides se déplacent, et je dessinais mes mouvements, et c'était pas les mêmes mouvements. Donc j'avais deux mouvements possibles, qui n'étaient pas vraiment prédits quantitativement, mais les deux communautés scientifiques se représentaient le mouvement de façon différente. Et moi, avec mon métier de mécanicienne des fluides, je me disais, c'est soit un mouvement, soit l'autre mouvement, mais c'est pas les deux mouvements à la fois, puisque ce n'est pas le même mouvement. Et tout est parti de là, je me suis dit, c'est pas normal qu'on ne sache pas répondre à cette question. Il y avait un problème, une incohérence dans la compréhension globale qu'on avait d'un phénomène, dans l'intuition qu'on avait de ce phénomène. Et à partir de là, c'est devenu un petit peu obsessionnel, il faut bien que je vous le dise. Je me suis dit, il faut que je trouve le moyen de mesurer quel est le mouvement du liquide entre les bulles quand une bulle se déplace par rapport à une autre bulle. Et c'est là que j'ai commencé à inventer une expérience qui pourrait permettre de répondre à cette question simple. Parce que j'avais, moi, les deux dessins des deux mouvements. Ils étaient très simples à dessiner, mais je ne savais pas lequel jeter et lequel garder. Donc, il fallait que j'imagine une expérience où on puisse mesurer ça. Alors, il a fallu que je
Le problème, c'est qu'on ne peut pas aller mesurer à l'intérieur d'une mousse parce qu'on n'y voit rien, c'est blanc, c'est pas transparent. Et donc, je me suis dit, je vais prendre juste 2 bulles et je vais même pas les refermer, ça va être plus que des films de savon, mais je vais les forcer à se déformer comme si c'était un petit morceau de bulle qui se déplaçait par rapport à un autre petit morceau de bulle. Comment c'est possible, ça ? Alors ça, c'est possible en se disant, voilà, une bulle, une mousse, c'est fabriqué avec des bulles de savon. Les bulles de savon, elles sont séparées par des films de savon. On sait fabriquer un film de savon sur un cadre solide. C'est les jeux pour enfants. On trempe le cadre dans l'eau savonneuse, on le ressort. Je me suis dit, je vais prendre un cadre avec une forme suffisamment compliquée pour qu'il y ait plusieurs films de savon qui se touchent les uns les autres. Alors pour voir ça, si vous allez à la fête de la science, je vous encourage à aller à la fête de la science, vous êtes peut-être déjà tombé sur un stand où on trempe un petit cadre qui a une forme de cube avec que les arêtes du cube. Vous trempez ça dans l'eau savonneuse, vous le ressortez. Vous avez plusieurs films de savon qui s'accrochent là-dessus et qui se croisent. Ça fait des formes très jolies, très géométriques. Et à partir de ce moment-là, c'est presque comme si vous aviez extrait un petit morceau de mousse sur un cadre solide. Et là, c'est pratique parce que vous pouvez mettre des caméras partout autour et voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous n'avez plus à ce moment-là qu'à déformer le cadre sur lequel vous avez formé vos films de savon. Et ça reproduit exactement ce qui se passe quand une bulle se déplace par rapport à une autre bulle. Donc c'est ce qu'on a fait au laboratoire. On a fabriqué ce petit appareil. On a essayé de lui donner un nom. Alors, entre nous, on l'appelle le filmomètre. Mes étudiants m'ont dit que ça faisait un petit peu professeur tournesol quand même. Alors, je soumets ça aux auditeurs. Qu'en pensez-vous ? On a donc fabriqué un filmomètre, qui est un appareil qui n'existe nulle part ailleurs, puisque, heureusement, on n'est quand même pas trop nombreux à être obsédés par cette question de comment une bulle bouge par rapport à une autre bulle. Et à partir de là, on a réussi à mesurer le champ de vitesse. On a pu savoir quelle était la représentation intuitive qui était la bonne. Et alors, comme souvent en physique, selon les régimes, selon la taille des bulles, ça va être plutôt l'un ou plutôt l'autre. Mais ce qui a été finalement notre contribution, c'est de dire la frontière entre les deux régimes, ça dépend de la taille des bulles par rapport à une taille qui dépend cette fois-ci de la chimie. Et c'est à ces moments de l'histoire, presque à la fin de l'histoire, quand on a compris toute la mécanique des fluides indépendamment de la chimie, qu'on arrive à comprendre qu'il y a un endroit précis où la chimie va intervenir. Elle va déterminer une certaine longueur. Et si la bulle est plus grande que cette longueur, c'est une façon de se déformer. Si la bulle est plus petite que cette longueur, c'est une autre façon de se déformer. Donc, c'est mon côté très consensuel qui ressort. Tout le monde avait un petit peu raison finalement. Et il n'y a pas de quoi s'énerver. Il suffit juste de savoir quelle est la taille de la bulle et quelle est la chimie de la solution pour avoir une longueur de comparaison. D'accord. Et vous avez publié ça dans quelle revue alors petit à petit... Dans Nature alors non, on n'a pas publié ça dans Nature parce que les bulles quand même, c'est pas si sérieux que ça. Et on a publié ça dans une revue très sérieuse pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui sont impliquées dans cette revue. Ça s'appelle Journal of Fluid Mechanics. Ça se passe en Angleterre et c'est un journal qui décrit, souvent de façon assez mathématique, comment les fluides s'écoulent. Et donc, on a les résultats les plus importants sont parus dans cette revue. Radio Laser. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser. Juste une petite question, Isabelle, et puis peut-être aussi à Jean-Louis. Est-ce que dans votre métier de chercheuse, de chercheur, il est nécessaire, vraiment pour arriver à un niveau tel que le vôtre, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir ce caractère un peu obsessionnel dont vous nous avez parlé à plusieurs reprises ? Je pense que c'est pas du tout obligé. Et je pense que la recherche a ceci de fascinant que c'est une activité qu'on peut pratiquer de plein de façons différentes. Et c'est associé à cette énorme liberté qu'ont les chercheurs d'aborder les problèmes à leur façon, avec leur personnalité. Et donc, on peut imaginer des choses, au contraire, beaucoup plus diverses que la pratique que j'ai eue, avec une curiosité qui s'intéresse à des sujets différents, avec un renouvellement constant.
et dont le foisonnement va créer la force et la richesse. C'est tout à fait aussi pertinent, aussi créatif, ça dépend des gens. Donc c'est mon caractère et ma façon de comprendre, ma forme d'intelligence qui m'ont fait, sans que je l'ai vraiment choisi, ça s'impose à vous, d'avoir une pratique beaucoup plus monomaniaque, si je peux dire. Donc c'est une pratique différente qui se marie bien avec d'autres pratiques. Si vous avez très chaud, vous pouvez boire une bière tranquillement sans penser aux bulles. Ah, ça je peux pas. Non. Ah non. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes dans le voyage extraordinaire dans le monde des sciences. C'est sur Radio Laser, c'est une émission créée par Jean-Louis Coatrieux. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Isabelle Cantat, physicienne, et nous parlons bulles. Alors, un autre exemple peut-être d'expérimentation que vous êtes en train de faire ou que vos jeunes collaborateurs sont en train de faire sur les bulles. Est-ce qu'il y en a un qui est un peu magique aussi ? Alors, il faut voir que quand je raconte ce que je fais, tout se passe bien jusqu'à ce qu'on pose la question. Et alors, du coup, vous faites quoi l'année prochaine ? Ah ben, je continue pareil. Donc, c'est des choses qui prennent extrêmement longtemps. Cette histoire de déformation de film, ça m'a occupée là depuis 10 ans. Et c'est vraiment le sujet central qui structure tout l'ensemble. Donc, on parle de projets qui durent sur des années, voire des carrières entières. Donc ça, c'est un point très important. Et les autres sujets, j'ai participé à plein d'autres projets. Souvent, c'était pas moi qui étais le moteur. J'ai été participante, j'ai apporté ma contribution. Mais être porté par une question, ça n'arrive pas tous les jours. On n'en change pas tous les jours. Donc ça, c'est un point que je voulais souligner. Alors maintenant, il y a quand même un peu plus de variété. Il y a un travail auquel j'ai contribué au début de ma carrière en tant que... c'était pas moi qui avais initié le sujet, etc. Mais c'était quelque chose de très intéressant. Ce qui était les premiers moments où on a pu aller voir à l'intérieur d'une mousse quelle était la structure tridimensionnelle de l'empilement des bulles. Donc, c'était un problème qui était plus statique. Je vous ai beaucoup parlé de la façon dont les liquides s'écoulent. C'est un problème de mouvement. Là, la question qui se posait à l'époque, c'était une mousse, quand elle ne bouge pas, comment les bulles sont empilées les unes sur les autres et comment ça évolue dans le temps, mais doucement, en particulier avec les tailles des bulles qui augmentent. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé attentivement votre bière avant de la boire. La mousse a une propriété assez surprenante, c'est qu'au cours du temps, les bulles vont grossir, et pas forcément parce que les films ont explosé. Ça peut être aussi un mouvement beaucoup plus progressif de gonflement des bulles les plus grosses et de disparition progressive des bulles les plus petites. Et ça, c'était un phénomène qui intriguait pas mal la communauté scientifique. Et j'ai participé aux premières expériences qui ont permis d'aller faire la radiographie, enfin la tomographie en fait, au sens au même sens exactement qu'au sens médical. On a passé notre mousse au rayon X pour faire des radios et en changeant l'angle sous lequel on voyait l'échantillon de mousse, vous faisiez un petit scanner. On a fait un petit scanner de mousse. Et les premiers tests, c'était François Graner qui avait fait ses premiers tests à l'époque. Il avait eu un tout petit temps de créneau au synchrotron de Grenoble. Et c'était l'endroit où on pouvait avoir une source à rayon X suffisamment importante et suffisamment propre et bien contrôlée pour aller faire de l'imagerie de tomographie par rayon X, c'est-à-dire faire plein de radios au sens médical du terme, d'un échantillon. Et une fois que vous avez la radio sous tous les angles possibles, vous pouvez, avec un ordinateur, réimaginer quelle était l'organisation spatiale tridimensionnelle de toutes les bulles les unes par rapport aux autres. Et donc, il avait ce petit créneau de temps-là, et il est parti chercher une mousse au chocolat au supermarché du coin, et il a dit
Si vous avez parce que c'est difficile d'avoir du temps sur le synchrotron, c'est un appareil qui coûte extrêmement cher et où il faut demander à avoir l'autorisation d'aller faire une expérience pendant une journée, 1 heure. Et donc ce temps-là disponible, il l'a utilisé pour faire le scanner d'une mousse au chocolat et de voir qu'effectivement, on arrivait à voir toutes les bulles une par une, avec tout un travail ensuite numérique d'analyse à partir des images numériques de quel est le volume de chaque bulle, quelle est sa position par rapport aux voisines. Ça a été tout à fait fascinant parce que c'était une visualisation du cœur de cette mousse qu'on a du mal à imager autrement du fait de son opacité. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de ça, alors, de cette géométrie, finalement, des bulles dans une mousse au chocolat, c'est ça? C'est ça. Alors, ça, c'était le premier test. Ensuite, on a fait des mousses mieux contrôlées pour pouvoir... on souhaitait contrôler la chimie pour être sûr de pouvoir reproduire à la demande plusieurs fois la même mousse et de ne pas dépendre de l'approvisionnement en mousse au chocolat du quartier. Alors, ceci dit, des fois, les mousses industrielles, c'est ce qu'il y avait de plus pratique. Souvent, elles sont assez stables. Elles sont assez stables, elles sont assez reproductibles. Et donc, il y a une mousse à raser dont je tairai le nom, mais qui était la référence officielle. Il fallait prendre la marque temps avec l'option temps pour être sûr de pouvoir comparer avec le reste de la communauté. Mais parfois aussi, on arrivait à faire on prenait le temps de faire nos mousses nous-mêmes avec une chimie contrôlée. Et là, comme c'était les débuts de cette technique d'imagerie, on mettait pas mal de gélatine parce que sinon la mousse changeait trop rapidement pour le temps de pose de l'appareil. Et donc, on a appris... Alors, la structure en elle-même, on la connaissait. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'était son évolution lente au cours du temps, par changement de taille des bulles. Et une question importante était une question ouverte. C'était une question dont on ne connaissait pas la réponse. C'était, est-ce que la distribution de taille de bulles, c'est-à-dire, de façon imagée, la proportion de grandes, de moyennes et de petites, restait la même au cours de l'évolution de la mousse, c'est-à-dire qu'au cours du processus, on savait que la taille moyenne augmentait, mais on ne savait pas si la répartition de taille autour de cette taille moyenne évoluait ou était stable. Et on a montré que c'était stable. C'est-à-dire que si on divisait le volume par le volume moyen de la mousse, on se retrouvait toujours avec la même quantité de grandes, de moyennes et de petites qu'on avait au départ. C'est pas mal pour une mousse au chocolat. Absolument, oui. Alors moi, j'avais pensé au prosecco, au champagne, à la bière, mais non, la mousse au chocolat, ça m'avait échappé. Mais tu n'es pas gourmand, Félix, c'est pour ça. Ou alors, peut-être trop. Et donc, il y a des comment dire, si on prend une éponge artificielle, enfin une éponge industrielle, pas une éponge vivante, ce sont des bulles qui ont été formées pareilles et qui ont été solidifiées ou... Alors, la mousse que vous achetez pour faire la vaisselle, je voudrais être sûre de ne pas dire de bêtises. Donc là, en fait, j'en sais rien. Mais la plupart des mousses solides, et très probablement les éponges synthétiques, c'est la même chose. Elles sont fabriquées sous forme liquide, avec soit parce qu'on injecte du gaz dedans et ça fait des bulles, ou alors l'apparition spontanée de bulles au sein du matériau. Et puis au cours de l'évolution, ce qui était liquide devient solide et ça fige la structure une bonne fois pour toutes. Le pain, par exemple, c'est comme ça. Vous avez une pâte, il y a des bulles qui émergent dans la pâte à pain. La pâte à pain, elle est molle, déformable, donc ça permet l'apparition de ces bulles. Et puis lors de la cuisson, la pâte se solidifie et les bulles restent piégées à l'intérieur de votre baguette. Oui. C'est vrai pour les coussins de voiture, alors de plus en plus pour les matériaux de construction. Et là, on retrouve une pertinence très actuelle des mousses. C'est pour faire du béton moussé, du plâtre moussé, ce qui a toutes les bonnes propriétés magiques qu'on souhaite, c'est-à-dire des matériaux plus légers, parce qu'il y a beaucoup de gaz dedans,
Et puis une très bonne isolation thermique, puisque le gaz conduit mal la chaleur. Donc si vous avez un béton moussé pour faire votre maison, l'isolation thermique sera meilleure. Et votre maison sera plus légère. Et donc, Là, on arrive au volet des applications, quelque part. Donc, on vient d'en évoquer plusieurs, mais ça couvre des champs immenses, les applications de bulles. Alors, en fait, c'est très varié. Et je les connais pas très bien. Je les connais parce qu'on me l'a dit. Et vous avez des interlocuteurs aussi que vous rencontrez dans des colloques. J'ai un petit peu, des interlocuteurs de colloques. Et je découvre des applications nouvelles à chaque fois. C'est-à-dire que des problèmes donc très récemment, j'ai découvert l'existence de toute cette problématique d'apparition de bulles dans les batteries. Il y a des exemples dans le bâtiment. Donc, dans le bâtiment. Là, on vient de l'entendre. Exactement. Il y a des exemples aussi dans des technologies de matériaux très haut de gamme pour la biologie. Si vous voulez faire, par exemple, recoloniser des cellules biologiques pour fabriquer Alors, je ne suis pas sûre exactement de quel... peut-être des cartilages artificiels où vous avez besoin, en fait, que les cellules viennent s'organiser spatialement. Et une façon de faire, c'est de leur proposer un habitat qui leur plaît et qui va être une mousse avec plein de cellules aérées dans lesquelles elles vont pouvoir venir s'insérer. Oui. Et donc, c'est ce qu'on appelle des... alors, le mot anglais, c'est scaffold. Je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais c'est des mousses qui vont être très contrôlées en termes de taille, en termes de structure, pour des applications biomédicales. Ça, c'est des champs qui émergent aussi, et donc il va falloir prendre une mousse liquide et la solidifier avec exactement les bonnes structures de pores pour... Et sur tous les produits de beauté, crèmes qui sont vendus dans le monde, ça fait partie aussi des domaines qui peuvent être concernés ? Bien sûr, alors ça c'est un immense marché. Il y a les détergents, les cosmétiques, l'agroalimentaire. C'est probablement là qu'il y a le plus souvent des contrats industriels entre les physiciens des mousses et puis le milieu industriel. Là, la problématique, ça va être la texture de la mousse, sa durée de vie, éventuellement son apparence visuelle pour des problèmes de marketing, pour des problèmes gustatifs. Et là, il y a souvent des contrats avec... alors moi, je n'ai pas travaillé personnellement avec des contrats industriels de ce genre, mais c'est très fréquent dans ma communauté. Mais vous êtes nombreux à vous installer, vous penchez sur les bulles, ne serait-ce qu'au niveau français déjà ? C'est une communauté de quelques personnes ou c'est quelques dizaines, quelques centaines ? Voilà, quelques dizaines au voisinage de la centaine, au moins avec une approche telle que la mienne, parce que l'approche physico-chimique, il y a probablement beaucoup plus de gens, en particulier en recherche industrielle. La recherche vraiment orientée mécanique des fluides, on est moins nombreux et c'est vraiment une spécificité française, c'est-à-dire que c'est un domaine pour lequel on est en avance en France. Je pense que c'est un héritage de Pierre-Gilles Degennes, dont on parlait en début de cette émission, qui a vraiment montré à quel point la physique et la mécanique pouvaient être pertinents pour attaquer les problématiques de ce domaine. Et il y a une école française de la matière molle et qui est reconnue à l'international et qui est une façon de procéder qui est un petit peu différente de ce qui est fait à l'étranger. Alors, vous revenez de plusieurs séjours à l'étranger, là, vous les avez évoqués tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces séjours ? Dites-nous. Alors, j'ai découvert une organisation de la recherche un petit peu différente, des façons de travailler un petit peu différentes, des interfaces un peu différentes aussi. Là, en Angleterre, j'ai été dans les personnes qui font le même travail que moi, au lieu d'être au contact de physiciens qui vont bien connaître la thermodynamique, par exemple, la physique statistique, ils sont au contact de matheux appliqués qui vont bien connaître la résolution des équations différentielles, les schémas numériques, et qui vont pouvoir donc résoudre les équations qui décrivent les phénomènes qu'ils sont en train de regarder.
Et donc, à chaque fois, c'est au niveau de ces interfaces qu'on va pouvoir faire grandir un peu son domaine de compétences. Et puis là, en l'occurrence, c'est assez spécifique à mon sujet de recherche, mais changer de pays, c'est un petit peu changer d'interface. Et ce qui donne la capacité d'accroître son champ de compétences dans une direction ou dans une autre. Alors, on a parlé de l'ERC tout à l'heure. Vous êtes aussi Institut universitaire de France. Vous l'avez été en junior, vous l'êtes en senior. Et puis là, tout récemment, vous avez reçu la médaille d'argent du CNRS. Oui, ça, alors, c'est un immense honneur. Comment vous prenez... C'était une grande joie, je suppose. C'est une grande joie. À la fois, la vraie grande joie du chercheur, c'est d'être content du résultat auquel il vient d'aboutir. Et donc, voilà, c'est le plaisir n'est que associé à ce plaisir de la découverte. Et la médaille ne change pas la valeur de la découverte. Ça, c'est quelque chose de très important à garder en tête. Le vrai plaisir, c'est le plaisir de la découverte. Mais c'est vraiment un immense plaisir de voir que la qualité de cette découverte est reconnue par une communauté scientifique. Oui, c'est une reconnaissance quand même de la communauté scientifique. Exactement. Et donc, c'est un immense plaisir, un immense honneur. Et puis, que j'essaye de partager avec tous les collègues qui ont contribué à ce résultat. Et puis, de façon un peu plus large, toute la communauté française autour de ces problématiques de bulles, qui est très soudée, très en réseau. On est souvent amis à titre personnel. Oui, parce que ça reste une petite communauté. Ça reste une petite communauté. Donc voilà, je dédie cette médaille à... Et puis il peut y avoir des challenges aussi à l'intérieur, donc... Voilà, exactement. Une stimulation intellectuelle, mais qui est faite en toute amitié. Et donc, cette médaille est pour eux, pour les mousseux français Alors, et les autres. Vous, dans un questionnaire, je crois, qui venait de l'Espace des Sciences, vous avez dit que votre rêve aurait été de devenir cosmonaute. Ah, oh là là. J'ai bien lu. C'est vrai. Je dis ça, c'est vrai que... Vous avez toujours ce rêve de devenir cosmonaute ou... Alors, bien sûr. Donc, il est de moins en moins probable, bien sûr, que ça se réalise un jour. Mais je pense que c'est quelque chose qui... j'aime bien ce rêve parce que ça allie... c'est le rêve des étoiles en même temps. Alors... Pas tant les étoiles, plutôt le côté, un petit peu le rêve du marin, le rêve de l'aventure, le rêve scientifique, le rêve du truc incroyable. Mais je pense pas que jamais sérieusement, même enfant, j'ai réellement rêvé de devenir cosmonaute. Par contre, je lis les aventures de Pesquet avec attention et je trouve que c'est une aventure extraordinaire. Et par contre, curieusement, je regarde jamais les étoiles, ça m'intéresse pas tellement. Mais alors, monter dans une fusée, si quand même. J'ai fait un truc incroyable qui m'a marqué, c'est un vol en microgravité. Et c'était où ? C'était à Bordeaux. Bordeaux. Et donc, pour certaines expériences scientifiques, on peut être éligible. Vous aviez trouvé le prétexte des bulles pour faire cela à Bordeaux. Alors, grâce à un collègue, Arnaud Saint-Jalbes, qui m'a dit un jour, écoute, on a le droit d'emmener 3 collègues pour encadrer la manip. Est-ce que tu veux venir ? Ah oui. Et alors, c'était comment ? C'était fabuleux. Donc, on est dans un avion qui se laisse tomber. Bon, on dit comme ça, on hésite 5 minutes avant de monter. Mais c'est formidable parce que on vole en fait. Et donc ça, je pense qu'il y a plein d'humains qui ont ce rêve de voler comme un oiseau. Et pendant 20 secondes, on n'est plus retenu par la gravité. Si on s'agite un peu, on décolle. Et on peut marcher au plafond, on peut rester en suspension en l'air. Il n'y a plus le haut, il n'y a plus le bas. Et puis au bout de 20 secondes, on retombe par terre. Et là, on est 2 fois plus lourd que d'habitude. Le temps que l'avion reprenne une accélération vers le haut et se laisse tomber à nouveau pendant 20 secondes. Radio Laser. Vous êtes sur Radio Laser.
Alors, si vous aviez un message pour les jeunes auditrices ou jeunes auditeurs du point de vue de leurs rêves, vous leur diriez les bulles, évidemment, mais peut-être aussi autre chose ? Bien sûr, en tout cas, la physique, il y en a partout, c'est hyper utile, les industriels nous attendent tous et toutes, et donc, et puis il y a un plaisir à faire de la science. Moi, je trouve ça toujours d'une tristesse immense quand j'entends non, mais la science c'est difficile. Non, mais c'est surtout amusant, et puis chacun peut le faire à son niveau, et donc. Venez tous oui, parce que c'est un travail d'équipe aussi souvent. C'est un travail d'équipe. Il y a plein de métiers différents dans les laboratoires de physique. Et la physique, c'est expliquer tout ce que vous voyez autour de vous. Ça a une poésie extraordinaire, une beauté extraordinaire. Et puis surtout, ça m'a semblé toujours le contraire d'abstrait. Ça, c'est mystérieux pour moi quand les gens disent « Non, mais les sciences dures, c'est abstrait ». Il n'y a pas plus concret qu'une goutte d'eau posée sur une feuille. La forme de cette goutte d'eau, c'est mon métier de tous les jours. Et c'est pour moi infiniment plus concret que une poésie, qui est pour moi le summum de l'abstraction de l'esprit humain. La beauté d'une poésie, je la comprends beaucoup moins bien que la beauté de la forme d'une goutte. Mais en tout cas, elle est certainement plus abstraite, plus conceptuelle, plus relevant de l'imagination humaine et moins relevant très pragmatiquement des lois de la nature. Et donc, la physique, c'est quelque chose de concret qui explique le monde et qui est plein de beauté. Et c'est amusant, avez-vous dit, ça nous rappelle Mauro Ettore nous avait dit oui, qu'il avait l'impression d'être toujours un enfant en pratiquant ce métier. Et puis, bon, on va conclure. Moi, tout à l'heure, quand vous avez parlé de votre rêve, j'ai pensé à un film que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si... C'est La route de Madison, c'est de Clint Eastwood. Il y a un des personnages qui dit, à la fin de sa vie, « J'ai eu des rêves, je ne les ai pas réalisés, mais je suis content de les avoir eus. » Voilà. Non, mais là, pour Isabelle, c'est mieux que ça, parce qu'elle a eu des rêves et elle est en train de les réaliser. Donc, donc le monde est beau. Oui, exactement. Voilà, donc je te laisse le mot de la conclusion, Jean-Louis. Non, merci beaucoup Isabelle, c'était un bon moment pour nous, on a appris des choses, on est aussi revenu dans la réalité à certains moments, donc nous ne sommes pas restés seulement dans les bulles, mais c'était un beau voyage. Voilà. Merci beaucoup. Merci Isabelle, merci à toi Jean-Louis, et merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés, et eh bien, on se retrouve le mois... Dans quelques temps. Dans quelques temps, voilà, on va pas préciser, pour un nouveau voyage extraordinaire dans le monde des sciences. Au revoir.